Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CGI for Good. Ce que nous souhaitons, à travers ce podcast, c'est vous proposer des conversations inspirantes et inspirées autour de l'inclusion, de l'environnement, de l'équité et de bien d'autres sujets encore. Chez CGI, nous axons notre politique RSE autour de 3 piliers. D'abord, s'engager pour les talents, ensuite s'investir pour les communautés et enfin, agir pour la transition climatique. Aujourd'hui, nous allons explorer le pilier climat en abordant plus particulièrement la question de la mobilité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Bonanno, vice-président mobilité chez CGI Business Consulting, et Axel Droiden, responsable des partenariats stratégiques au sein de Transdev. Ils animent tous les deux une communauté d'intérêt au sein de Moving On Lab. Alors Axel, une question simple, où en est-on aujourd'hui en matière de mobilité ? Alors le constat est d'abord environnemental, puisque les transports aujourd'hui c'est 1/4 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, dont une bonne moitié sont dues à la voiture. Et on frôle même les 60% dans le cas de la France. Et dans le même temps, vous avez l'explosion de nouvelles solutions alternatives de mobilité. Ce sont les trottinettes électriques dans nos centres-villes, de l'autopartage, du vélo-partage, du manière général, tout ce qui se fait autour du vélo. Et en parallèle, c'est également une difficulté économique croissante pour aller financer les grandes infrastructures de transport, notamment ferroviaires, qui sont très coûteuses pour la collectivité. C'est donc dans ce contexte que l'idée de la multimodalité s'est imposée un peu comme un axe majeur de la stratégie de décarbonation de la mobilité dans les territoires. Qu'y a-t-il concrètement derrière ce terme de MaaS, Mobility as a Service, qu'on entend beaucoup ? Le MaaS, comme le disait Axel, c'est beaucoup lié à la mobilité, à la multimodalité et à la complémentarité en fait entre ces différents modes, des modes de transport public et des modes plus innovants. En fait, le MaaS est apparu, c'est un peu la convergence de plusieurs facteurs. D'une part, c'est effectivement ce souhait à la fois des collectivités et des usagers de pouvoir faire un trajet de bout en bout, sans avoir de contraintes et sans être dépendant de mettre en place des transports publics de bout en bout. Donc d'avoir une complémentarité, transport public d'un côté, mode plus agile de l'autre, comme des trottinettes, du covoiturage, etc. Ça c'est le premier point en fait qui a incité à mettre en place des solutions de masse. Et le deuxième, c'est aussi l'émergence du digital et l'introduction du digital dans les transports, donc la capacité d'utiliser des téléphones mobiles, des plateformes de réservation, des plateformes de paiement pour accéder à ces nouvelles mobilités et pour surtout les coordonner. Et donc c'est bien ça l'idée du MaaS, c'est d'avoir différents modes de transport, qui soient publics, qui soient privés, qui soient plutôt lourds entre guillemets comme le train ou plutôt très légers comme les trottinettes, et d'avoir au-dessus de ça une plateforme digitale qui permet de les organiser et de faire vis-à-vis du client une seule offre en fait, donc un service global et pas une somme de transport ou de modes de transport, mais bien un service qui permet à chaque usager de se rendre d'un point à un autre en utilisant différents modes de transport et principalement en évitant d'utiliser son véhicule individuel, puisque c'est bien ça l'enjeu par rapport aux sujets environnementaux. L'idée fondamentale, c'est bien celle-là, c'est d'assurer la complémentarité entre différents modes et tenter de repousser le plus loin possible l'usage du véhicule individuel. Au-delà du concept, est-ce qu'aujourd'hui des projets MaaS sont déployés en France ou ailleurs d'ailleurs ? Alors, le MaaS est né dans les années, on va dire, 2010, plus particulièrement en Europe du Nord. Plusieurs projets ont effectivement été lancés. Helsinki est un projet assez emblématique. À Vienne, en Australie, à Canberra. Des projets intéressants, des projets assez innovants à l'époque. Si on parle de 2010, on était par exemple, sur les sujets digitaux, on était assez récents, on va dire. Les technologies n'étaient pas forcément matures. Il y avait une offre qui était assez limitée en termes de nouvelles mobilités et de mobilité plus agile. Donc voilà, c'était encore assez expérimental. Néanmoins, ces projets ont été lancés. Ça a permis d'apprendre un peu à lancer ce genre de projet, à voir un peu quelles étaient les difficultés que les collectivités pouvaient rencontrer. Est-ce que c'était plutôt des projets lancés par des acteurs privés, par des acteurs publics? Est-ce que c'était une collaboration entre les deux? Voilà, il a fallu un peu tester tout ça. Force est de reconnaître que ces projets, qui commencent à dater un peu, n'ont pas nécessairement répondu aux attentes qui étaient là, aussi bien exprimées par les usagers que par les collectivités. C'est de l'innovation, il faut essayer, il fallait essayer ces projets-là, il faut encore essayer. Mais on a pu constater que ces projets n'étaient pas encore pérennes d'un point de vue du business model, du modèle économique, et aussi qui ne répondaient pas forcément aux attentes en termes environnementaux de la part des collectivités. Ouais, je rajouterais que plus récemment, chez Transdev, nous avons été impliqués de différentes manières, d'ailleurs, dans 3 déploiements majeurs à Mulhouse, à Saint-Étienne et à Amsterdam, où nous avons lancé un MaaS l'été dernier en partenariat avec la collectivité locale. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on a franchi un pas, un stade en termes de connaissance
pertinence de ces modèles directement adossés au financement public et à la gouvernance publique. Néanmoins, la question de la pérennité du modèle économique, elle continue de se poser, et je dirais même celle de la démonstration des vertus environnementales du concept même, ce qui est encore un peu plus ennuyeux. Et donc voilà, il faut qu'on continue à progresser dans la découverte d'un modèle qui satisferait ces deux enjeux. Alors, quelle est selon vous la bonne méthode pour réussir le déploiement d'un projet MaaS ? Alors, si on la connaissait, probablement qu'on ne serait pas là. Ou alors on vous expliquerait, on aurait fait un cours didactique sur la bonne méthode. Non, le sujet justement, c'est bien de tirer parti de ces différentes expériences qui sont plus ou moins anciennes, qui ne répondent pas toujours aux promesses attendues, et de voir quelle méthode serait pertinente et répondrait aux difficultés qu'on a rencontrées sur ces différents projets. Donc c'est de ce constat-là en fait qu'on est parti, Axel et moi, pour au sein de Movinon, qui est une large plateforme qui réunit beaucoup d'entreprises pour réfléchir au sujet de mobilité durable au sens large, qui avait été initié par Michelin. Et au sein de Movinon, nous avons donc lancé une plateforme de réflexion, ce qu'on appelle un think tank, qui justement vise à réfléchir à la bonne méthode ou aux bonnes méthodes, puisque ça peut dépendre aussi des territoires. Évidemment, il n'y a pas une méthode applicable et générique pour l'ensemble des territoires. Voilà, trouver peut-être les bonnes méthodes qui permettent de sécuriser la pérennité d'un modèle économique du MaaS. Une des particularités, comme on l'a dit, du service MaaS, c'est de faire appel à des acteurs privés, des collectivités, des startups, des acteurs du digital. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs différents. Et finalement, ces acteurs-là nous sont rarement mis autour d'une table pour dire voilà comment faire pour lancer un projet qui soit bénéfique à l'ensemble des partenaires. C'est bien ça la difficulté. Ça doit être bénéfique pour les usagers et les collectivités au plan environnemental et social, mais aussi pour les entreprises, parce qu'il faut qu'elles assurent leur pérennité économique. Donc là, l'idée, c'était de faire collaborer tous ces acteurs-là. Effectivement, par nature, le MaaS, on l'a vu, c'est avant tout une façon de rassembler des acteurs très différents et qui ont donc des logiques de fonctionnement, des façons de travailler très différentes, des enjeux, des logiques temporelles différentes. Je prends un exemple concret que l'on a eu récemment. On se projetait collectivement sur la perspective d'une réponse à un appel d'offres nous engageant quand même sur plusieurs années. Et un des acteurs startup de la micromobilité nous faisait remarquer que le temps même d'engagement était déjà équivalent à sa durée d'existence. Donc forcément, c'est une logique qui est moins directement palpable, critique pour un acteur comme Transdev qui s'inscrit quand même dans le temps long, ou même un acteur public obéissant à une autre logique, à un autre rythme qui est celui de la commande publique avec son cadre de procédure qui l'accompagne. Donc voilà, ce n'est pas facile, et puis au-delà de notre diversité, c'est de la collaboration pure entre entreprises avec aucune logique hiérarchique entre nous. Donc on a tous un peu quand même des agendas propres à nos entreprises respectives qu'il s'agit de faire coïncider avec ceux de la collectivité, ceux du groupe de travail. Et ça, c'est comme un travail du quotidien, je trouve. Alors prometteur mais difficile à concrétiser, est-ce que c'est un bon résumé, notre problématique MaaS ? Alors oui, c'est un bon résumé, c'est prometteur, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. Néanmoins, effectivement, c'est pas si évident, et c'est pas si évident parce que on est en train d'innover. On est en train d'innover sur une méthodologie qu'on construit avec plusieurs entreprises qui, comme le disait Axel, ont des agendas, des objectifs et des enjeux un peu différents. Donc c'est pas simple, mais en tout cas c'est prometteur. Et finalement, aujourd'hui, le sujet, je crois que les échelles de temps sont un élément important. Les collectivités ont des échelles de temps et des cadres réglementaires, etc., qui sont relativement contraignants. Et finalement, innover en partenariat entre entreprises privées et acteurs publics, c'est pas si simple aujourd'hui. La réglementation fait qu'on peut pas décider du jour au lendemain comme ça de lancer des expérimentations. Et ça aussi, c'est un apprentissage en fait. C'est un apprentissage en commun. Un des résultats finalement de cette première partie de réflexion, c'est de se dire que construire une méthodologie à plusieurs, c'est effectivement très efficace, très prometteur, mais ça prend un peu de temps. Le deuxième point, c'est que aller au-delà, expérimenter, nécessite en fait d'avoir des échelles de temps et des cadres assez souples, assez agiles. Pour y arriver, ce qu'on constate, c'est d'utiliser la simulation dans un premier temps. C'est de mettre en place, et c'est ce qu'on est en train de faire avec certains acteurs. Peut-être Axel, tu peux expliquer en quoi la simulation peut être un bénéfice pour nous tous. Mais c'est vrai que j'aime bien cette idée, puisque donc l'idée de cette communauté, c'est d'abord de connaître un peu quelles sont les logiques économiques respectives de chaque acteur. Donc on a voulu le faire en
partant de cas concrets, précis, à partir desquels on pouvait s'appuyer sur des jeux de données quand même suffisamment réalistes pour mettre à l'épreuve ses intérêts, ses logiques propres à chaque acteur. Une autre façon de le faire, puisqu'on l'a vu, la rencontre avec le rythme notamment de la commande publique, c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. Donc une autre façon de le faire, c'est peut-être de passer par de la simulation, de créer un espace un peu fictif, une ville fictive avec des données inventées, à partir desquelles on pourrait faire réagir nos différents agents économiques par itération, de trouver peut-être un équilibre ou une zone d'équilibre au sein de laquelle un projet est possible. Un grand merci à tous les deux pour cet échange passionnant. Merci. Merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast CGI for Good. À bientôt.